Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qu'on va voir en CM, mais qu'on va pas avoir l'occasion d'expérimenter en TP et en TD, puisque c'est vraiment très lié, intimement lié à l'administration d'un ordinateur sous Linux, et que les serveurs sur lesquels vous travaillez à l'IUT, bien évidemment, vous n'êtes pas administrateur de ces machines. Vous pouvez éventuellement vous faire la main sur des machines virtuelles, dans lesquelles vous auriez une machine virtuelle dans laquelle vous auriez installé un Linux, si vous voulez. Mais donc ce qu'on va voir ici va rester purement théorique, enfin en tout cas sans pratique. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose que vous devez connaître, et ça ne veut pas non plus dire que c'est quelque chose qui sera absent d'un futur contrôle, notamment en DS. Donc la première chose qu'on va voir, enfin la première chose, le sujet qu'on va voir aujourd'hui concerne donc les services. Alors qu'est-ce qu'un service? Un service, c'est un programme système qui a plusieurs particularités. Déjà, la première particularité, c'est qu'il tourne en arrière-plan. Alors, en arrière-plan, on sait ce que c'est, on a vu comment on lançait des commandes en arrière-plan, des programmes en arrière-plan en mettant le « et ». Par contre, là, ce qu'on appelle en arrière-plan, c'est plutôt le fait que il va fonctionner indépendamment d'une quelconque interface clavier, souris, fenêtre, etc. Aucune interface avec ce programme système. Donc il tourne en arrière-plan, dans la liste des processus. Il n'est attaché à aucun dispositif d'entrée, stdin, donc que ce soit clavier ou même n'importe quel autre type de dispositif d'entrée, ça pourrait être des fichiers par exemple avec une redirection. Non, il n'y a pas de stdin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que son stdin est tout simplement fermé. Pareil pour la partie sortie, pas de dispositif de sortie, donc il y a, je rappelle, deux dispositifs de sortie, il y a stdout et stderr. Eh bien, ces deux canaux de sortie ne sont attachés à rien du tout. Ils sont fermés. C'est un service fonctionne de cette manière-là. Pas de stdin, pas de stdout, pas de stderr. Alors vous allez me dire, mais s'il n'y a pas de stderr ou de stdout, comment il peut produire des choses? Déjà, on va voir à quoi sert un service, et s'il y a des erreurs à afficher, en fait, elles sont affichées nulle part, elles sont juste écrites dans un fichier. C'est le mode de fonctionnement, on appelle ça des logs. Un service tourne sous l'identité d'un utilisateur virtuel, c'est-à-dire que c'est pas un utilisateur qui a vraiment une existence une existence en tant qu'utilisateur réel, utilisateur humain sur le système. Donc c'est un utilisateur, on pourrait dire que root est un petit peu aussi un utilisateur virtuel, parce que root n'est pas vraiment attaché à une personne en particulier qu'on pourrait identifier et dire, croiser dans le couloir et dire c'est root, c'est lui root. Non. Un utilisateur comme vous et moi, on peut l'identifier, donc c'est un utilisateur sur le système, et on peut effectivement rattacher cet utilisateur à une personne physique qu'on peut connaître. Root, c'est pas tout à fait ça. Root, c'est l'administrateur dans les grandes lignes, enfin dans le terme générique d'administrateur sur un serveur. Donc on pourrait aussi dire que root est un utilisateur virtuel, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent prendre l'identité de root sans qu'on associe vraiment root à une personne physique. Eh bien, les services sous Linux fonctionnent de la même manière, sous l'identité d'un utilisateur virtuel qui peut être root, mais qui très souvent n'est pas root. Un service a une capacité de résistance au plantage. Ça, c'est une caractéristique vraiment essentielle du service. C'est qu'en fait, si jamais il s'arrête, il a un petit peu tel le phénix qui renaît de ses cendres, il a la capacité à se relancer. Alors vous allez me dire, ou peut-être que vous n'allez pas me le dire parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais un programme qui s'arrête, bien évidemment, c'est peut-être pas évident, mais je vous le dis, un programme qui s'arrête, tout seul ne peut pas se relancer. Donc il y a un mécanisme qui permet à un service de pouvoir se relancer. C'est quelque chose qu'on ne verra pas cette année, on verra ça l'année prochaine avec la notion de processus, de comment ça fonctionne, mais
Si on peut déjà vous donner une petite idée de comment ça fonctionne, eh bien en fait c'est qu'un service, ce que fait un service, son mode de fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul processus, il y a deux processus, au moins deux processus. Il y en a un qui lance un deuxième qui bosse pour lui. Et si ce deuxième, donc celui qui a des chances de planter, c'est bien évident celui qui bosse et pas celui qui fout rien, qui fait rien, pardon. Donc celui qui ne fait rien, il fait presque rien, il fait juste une seule chose, c'est de vérifier que celui qui bosse pour lui, eh ben, il continue à bosser pour lui. Si donc ce processus qui travaille et donc qui est celui qui potentiellement a le plus de chances de planter, puisque c'est celui qui fait le plus de choses, comme on dit, hein, celui qui ne fait rien ne fait certainement pas de bêtises, ben là c'est un petit peu pareil. Donc celui qui travaille, c'est celui qui a le plus de chances de planter. Eh bien si, enfin planter ou de s'arrêter, eh bien s'il s'arrête, le processus qui le surveille, qui fait finalement que ça, qu'on appelle le processus pair. Donc là, c'est des choses qu'on verra l'année prochaine, hein, mais je vous donne déjà quelques petits éléments de terminologie. Eh bien, ce processus-là surveille en fait ses enfants qui bossent pour lui. Ouais, c'est pas très moral tout ça, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne en informatique. Les processus enfants qui bossent pour lui, eh bien, il les surveille, et s'il y en a un qui s'arrête, eh bien, lui, son rôle de père, c'est tout simplement de relancer le processus qui vient de s'arrêter. Donc c'est ça qu'on appelle la capacité de résistance au plantage. Et donc encore une fois, on verra ça en détail l'année prochaine, et on va même coder ce genre de choses. Enfin, un service tourne généralement donc en permanence sans intervention humaine, et ça recoupe ce que je viens juste de dire, c'est cette capacité à résistance, c'est-à-dire qu'en fait, on lance le service, et puis, eh bien, s'il lui arrive quelque chose, eh bien, il sera relancé automatiquement, donc il va tourner en permanence sans intervention humaine. Sous Linux, un service, on appelle ça aussi un daemon, daemon en anglais, ou démon en français, c'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature assez communément, mais le démon, qu'on prononce démon, le daemon, démon en anglais, c'est le terme officiel. Et le terme de service, c'est quelque chose aussi qu'on peut trouver. Alors sous Linux, donc je répète, on appelle ça un démon. Parfois, on peut entendre le terme de service, mais c'est quand même plutôt lié Windows, ce nom de service. Mais finalement, sous le terme de service ou le terme de démon ou daemon, donc repose exactement les mêmes fonctions. C'est la même chose derrière. C'est un principe de fonctionnement en tâche de fond. Et avec cette capacité de résilience en fait du service. Un service est souvent lié au réseau, soit local, soit internet, mais il est très souvent lié au réseau. Pourquoi ? Parce que finalement, sur un ordinateur, notamment un serveur, quand on consomme du service, ça se fait quasiment tout le temps par le réseau, parce qu'on n'a pas un accès physique à la machine. Alors vous pouvez, vous, sur vos postes de travail, avoir un accès physique à la machine, puisque c'est votre machine, mais très souvent, votre machine se comporte en fait comme un mini-serveur. Eh bien, le serveur, même sur votre machine, il y a des choses que vous accédez par le réseau local, mais le réseau local interne à votre propre machine. Mais les services fonctionnent très souvent sur un principe de réseau, donc sont accessibles la plupart du temps par le réseau. Un service peut être lancé ou arrêté, finalement quand on veut, en fonction des besoins qu'on a de fournir le service. Bien évidemment, souvent c'est quasiment tout le temps root qui a cette capacité de démarrer ou d'arrêter un démon, un service. Et généralement aussi, les services sont lancés au démarrage du système et vont se poursuivre jusqu'à ce que le système s'arrête, et donc jusqu'à ce que le système arrête les services. Alors vous allez me dire, oui mais arrêter les services, on a dit qu'ils avaient des capacités de résilience. Comment on peut arrêter un service si finalement il renaît dès qu'on l'arrête ? Il y a un mécanisme qui permet de dire au démon, je souhaite que tu t'arrêtes, et puis évite de te relancer tout seul, parce que de toute manière, c'est moi qui décide, et je vais redémarrer ou arrêter le serveur, donc arrête-toi et ne tente pas de te relancer. Donc il y a un mécanisme qui permet de gérer ça. Quelques exemples de services.
Alors vous allez voir que tous les services, là, ce sont que quelques exemples, hein, il y en a des dizaines d'autres, et on trouve généralement un D à la fin et, du nom du service, et ce D, ça vient du démon, du D du démon. Donc on a quasiment tout le temps ce D à la fin, et même assez souvent on a aussi le P à la fin, puisque les services les quelques services que je vais présenter là sont des services réseau, comme énormément de services, comme je vous l'ai dit, et le P en question vient du mot protocole, parce qu'en fait pour communiquer sur le réseau, on utilise un protocole de communication. Des protocoles de communication, chaque service a son protocole de communication. Un protocole, c'est une manière de communiquer. Alors, vous connaissez par exemple le protocole appel téléphonique qui est tout simplement que deux personnes qui communiquent, il y en a une qui compose le numéro, ça fait sonner le téléphone de l'autre, l'autre décroche, répond allô, hop, le premier sait qu'il va pouvoir parler, les gens s'échangent des informations, et puis à la fin ils disent au revoir et tout le monde raccroche. Ça c'est un protocole, c'est-à-dire que quand vous faites sonner le téléphone de l'interlocuteur, vous ne commencez pas à parler tant que l'autre n'a pas dit allô. C'est une règle de communication qui est connue de tout le monde et qui est acceptée. C'est ce qu'on appelle un protocole, une manière d'échanger les données. Et donc ce P qu'on trouve dans beaucoup de services vient de ce mot protocole. Et le D, donc, démon. Exemple, FTP-D, donc c'est FTP, File Transfer Protocol, c'est protocole de transfert de fichiers. Donc ça c'est quelque chose que je pense que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, même si c'est de moins en moins utilisé, le FTP reste encore présent. Donc transfert de fichiers. HTTPD, donc c'est un serveur web, HTTP, ça c'est pareil, je pense que vous connaissez, ça signifie Hypertext Transfer Protocol, encore on trouve le mot protocole. SMB-D, donc ça c'est le partage de fichiers Windows, mais qu'on trouve aussi sous Linux. Hein. Sous Linux, ils ont décortiqué en fait le protocole de Windows qui était fermé, qui n'était pas connu, mais vu du fait que c'est un protocole, on voit circuler des choses sur le réseau, donc ils ont réussi à décortiquer comment fonctionnait le partage de fichiers Windows pour le porter sur le monde Linux, le monde Unix en général. Et donc celui-là s'appelle Samba. Samba, ça vient de SMB. Je ne me rappelle plus précisément la signification du SMB. Mais je crois que le M ça doit être messaging ou quelque chose comme ça, mais je n'ai plus de l'assurance de ce que ça signifie. En tout cas, le serveur Samba tire son nom du protocole SMB, donc comme ça ressemblait à Samba, ils l'ont appelé Samba sous Linux, ce portage, pour ne pas lui donner le même nom qu'il portait sous Windows. Donc c'est le partage de fichiers Windows porté dans le monde Linux. Le monde Unix, pardon. SSHD, SSH c'est Secure Shell, donc c'est ce qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée à un système. Donc SSHD, D donc pour démon toujours, donc le serveur SSH. SMTPD, SMTP Simple Mail Transfer Protocol, donc c'est le serveur qui permet d'envoyer des mails. Qui fait l'aiguillage, en fait, qui fait l'émission des mails vers les serveurs de distribution de mails. D'autres serveurs de distribution de mails, donc quand on utilise un SMTPD pour envoyer un mail, en fait ça va passer de bureau de poste en bureau de poste pour atteindre le destinataire final. IMAP-D, donc Internet Message, bon je m'en rappelle plus, Internet Message Application Protocol, je crois, donc c'est donc le serveur de réception de mail cette fois-ci, donc IMAP-D. Donc, comme je disais, donc toujours ce D à la fin pour signifier le démon. Peut-être que vous allez tomber sur des services qui n'ont pas D, mais c'est une sorte de coutume, voilà, de tradition de mettre un D à la fin pour parler des démons. Système 5, alors Unix a connu plusieurs, on l'a vu dès le départ du cours, on a plusieurs déclinaisons, plusieurs scissions même d'Unix, et aujourd'hui on a deux grandes lignées. On a les Unix qu'on appelle les Unix BSD de l'université de Berkeley, Berkeley Software Distribution, donc ça date de 1977, et on a Système 5 qui provient d'ATT, donc ATT quand même historiquement la société via les Bell Labs, le laboratoire Bell
qui faisait partie d'ATT, qui est donc à l'origine d'Unix, des systèmes Unix. Système 5, donc en 1983, qui apparaît. Chacune de ces deux principales lignées, donc tous les Unix découlent aujourd'hui, quasiment tous, de ces deux grandes lignées. Mais chacun a donc apporté son lot d'améliorations au fil du temps, et puis certains Unix ont réintégré ce que d'autres Unix de l'autre lignée avaient apporté, soit réintégré totalement, soit parfois repenser différemment les différentes améliorations, s'ils jugeaient que les améliorations étaient intéressantes à repiquer. Système 5, c'est l'Unix qui est à l'origine des services, des démons. C'est lui qui a introduit cette notion de démon. Et ces services-là sont lancés par des scripts de lancement. Alors, des scripts de lancement qui permettent de lancer, d'arrêter et de faire différentes actions sur les démons, sur les services. Et ces scripts de lancement ou d'arrêt ou de manipulation, on va voir un petit peu juste après qu'est-ce qu'on peut faire comme action sur nos démons. On a déjà deux grandes actions qui est le lancement du démon et l'arrêt du démon, du service. Donc ces scripts-là sont localisés dans un dossier qui s'appelle /etc/init.d. Alors on va voir pourquoi init tout à l'heure. Et les scripts donc qu'on trouve dans init.d, eh bien ils sont polyvalents, multifonctionnels. C'est-à-dire qu'en fait un même script est capable de lancer un service avec start. Donc c'est une option qu'on passe au script. On appelle le script et on lui passe en paramètres, en argument, on lui passe start pour lancer le service. Et on peut aussi arrêter bien évidemment le service. C'est vraiment les deux premières fonctions que tous les scripts dans init.d font, le start et le stop pour arrêter un service. Donc le script de lancement, on appelle ça toujours le script de lancement, le script qui se trouve dans init.d pour un service, avec le paramètre start on démarre, avec le paramètre stop on arrête. Et parfois certains scripts peuvent proposer d'autres services tels que le relancement du service. Ça c'est assez commun, c'est pas obligatoire pour tous les services, le start et le stop c'est obligatoire. Le relancement c'est pas obligatoire mais généralement on le trouve, eh bien c'est un paramètre qui porte le nom de restart la plupart du temps, qui fait quoi? Il fait un stop suivi d'un start, c'est-à-dire qu'il fait un stop, il attend que tout soit arrêté et il refait un start automatiquement. Ça revient à faire un stop, attendre, et refaire un start derrière, donc voilà, ça fait restart. Un restart fait ça en une seule commande. Connaître l'état du service avec status. Alors ça, pas tous les services proposent ça. De plus en plus, quand même, on le trouve. Donc en passant status, on peut connaître l'état du service, c'est-à-dire est-ce qu'il est stopped ou est-ce qu'il est started. Voilà, donc savoir est-ce que quelqu'un l'a arrêté ou est-ce que quelqu'un l'a démarré. Et plus rarement, on peut trouver d'autres actions telles que reload, par exemple, c'est juste qu'un exemple, hein, c'est pas du tout exhaustif. Le reload qui permet, pour certains services, de pouvoir recharger la configuration du service. C'est-à-dire qu'on change, donc par exemple, dans un fichier de configuration, on a des paramètres qui permettent au service de savoir comment il doit se comporter, ce qu'il doit faire, etc. Et bien, si on modifie le fichier de configuration, on peut faire un stop suivi d'un start, on peut faire un restart éventuellement, mais certains services proposent aussi, par exemple, le reload pour recharger le fichier de configuration sans avoir à arrêter et redémarrer le service. Et on peut trouver comme ça d'autres options, mais bon, qui sont pas du tout standards, quoi. C'est vraiment ponctuellement sur certains services, certains démons. Bon, exemple pour démarrer le serveur web Apache, eh bien, on a un script. Quand Apache est installé, il vient avec un script, donc il s'installe, la procédure d'installation installe Apache et installe aussi un script de démarrage, etc/init.d, c'est normal, ils sont tous là-dedans, /Apache. Donc ça c'est le script, et quand on lui passe start, eh bien il démarre le serveur Apache, bien évidemment si on fait stop, il arrête le serveur Apache. Lui c'est un qui doit avoir le reload qui doit exister. Par exemple si on rajoute un serveur virtuel à Apache, eh bien en faisant un reload, ça évite d'arrêter le serveur Apache, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce qu'il y a des gens qui sont connectés pendant qu'on fait ça, et le reload ne va pas déconnecter ces gens-là. Alors que si on fait un stop suivi d'un start,
pour recharger une nouvelle configuration, bah, tous les gens qui étaient connectés se retrouvent déconnectés. Arrêt du serveur FTP, etc/init.d/proftpd stop. Alors proftpd, c'est un serveur FTP. Il existe d'autres serveurs FTP. Apache, ben, il est seul. Après, il existe d'autres serveurs web, qui, par exemple, Nginx est un autre serveur web. Mais les serveurs FTP, effectivement, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a un certain nombre. Là, c'est un exemple avec ProFTP, ProFTPD. Donc, ProFTP, c'est le nom du serveur. ProFTPD, c'est le nom du démon du serveur. Donc on fait un ProFTPD stop pour arrêter le serveur FTP. Évidemment, il faut que ce soit ce serveur ProFTP qui ait été installé. Si on a un autre serveur FTP qui porte un autre nom, bah, le script sera pas ProFTPD, ça sera un autre nom FTPD. Voilà. Donc c'est à vous de savoir ce que vous avez sur votre serveur, mais si vous êtes administrateur, très certainement vous êtes au courant de ce qui s'y trouve. Un petit ls dans etc/init.d, et puis vous allez avoir tous les services qui s'y trouvent. Donc il n'y aura pas pour bien longtemps à localiser quel est le serveur FTP, s'il est lancé, quel nom il porte. Redémarrage du serveur d'impression. etc/init.d/cups. Cups, c'est le nom d'un serveur d'impression. C'est généralement Cups qui est installé, c'est plus ou moins un standard. Cups restart. Alors là, vous noterez que Cups, c'est un contre-exemple il n'y a pas de D pour signifier le démon. Donc il existe effectivement des services qui n'ont pas un D à la fin. Cups est un exemple. Alors, je fais un petit rappel, donc on a dit que généralement un service est lancé au démarrage du système et il s'arrête avec l'arrêt du système. Et qu'un service tourne généralement en permanence entre ce démarrage et cet arrêt, et surtout, sans aucune intervention humaine. Alors, aucune intervention humaine dans son fonctionnement. Après, il y a une intervention humaine pour démarrer ou arrêter éventuellement, mais il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur. Et avec un quelconque utilisateur, sachant qu'en plus ça tourne généralement sous l'identité d'un utilisateur virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une personne physique au bout. Ces utilisateurs virtuels d'ailleurs sont souvent des utilisateurs, personne ne se connecte avec ces utilisateurs. Contrairement à un root qui, on a dit que c'était une sorte d'utilisateur virtuel, mais il y a quand même des gens qui peuvent se connecter en tant que root. Les autres utilisateurs virtuels, si je prends l'exemple de Apache, très souvent c'est 3w-data, le nom de l'utilisateur, ou 3w-run, plutôt -data, c'est un utilisateur, on ne connaît même pas son mot de passe parce qu'il n'a pas de mot de passe, son compte est bloqué, on ne peut pas se connecter en tant que 3w-data. Donc le serveur web tourne sous l'identité de cette personne virtuelle, de cet utilisateur virtuel, mais personne ne se connecte en tant que cet utilisateur. Dans ces conditions, qui lance les services et comment sont-ils lancés? Eh bien, la réponse, c'est que le premier processus qu'on appelle init, et qui peut aussi porter le nom de systemd, c'est donc généralement le PID qui porte le numéro 1. C'est le tout premier processus qui est lancé par le système. Eh bien, c'est lui qui s'occupe de lancer les services, et bien évidemment, parfois un système peut être démarré, voire redémarrer, soit se redémarrer automatiquement. Ça peut être la nuit, ça peut être le week-end, il n'y a pas forcément quelqu'un physiquement. En général, il y a quand même un administrateur qui est dans les parages, au moins à distance, quand il est question de démarrer un serveur, mais il n'y a pas forcément physiquement une personne en face d'un écran et d'un clavier devant l'ordinateur. Donc, ce processus init, qui est le tout premier processus à être lancé par le système, eh bien c'est lui qui a la charge de lancer aussi les services. Et il le fait comment? Il utilise un mécanisme qu'on appelle les run levels. Les run levels, c'est quoi? Linux dispose de 7 niveaux de fonctionnement, donc c'est ça les run levels, les niveaux de fonctionnement, les niveaux d'exécution, on va dire. L'administrateur peut, en fonction de ses besoins d'administration, passer d'un niveau à un autre. Et chaque niveau va définir ce qui est actif en termes de service, ce qui est actif et ce qui est inactif. Plus on est dans un niveau élevé, plus on est dans un mode de fonctionnement standard et de fonctionnement normal, plus on descend dans les niveaux, plus on se rapproche des niveaux de fonctionnement
liées à l'administration ou dépannage d'un ordinateur sous Linux. Voici, voici la liste des run level donc communs qu'on trouve sur tous les systèmes et leur signification. Le run level 0, alors il fait partie des run level, on ne peut pas appeler ça un niveau de fonctionnement parce que justement le run level 0 correspond à l'arrêt du système. Donc c'est pas un niveau de fonctionnement, c'est plutôt un niveau d'arrêt. Donc le run level 0, il arrête le système. Quand on passe au run level 0, eh bien il arrête tout. Il arrête les services et puis il va arrêter aussi il va arrêter l'ordinateur. Il va même aller jusqu'à couper l'alimentation électrique, puisqu'aujourd'hui les alimentations électriques sont des alimentations électroniques. Eh bien il va aller jusqu'à couper l'alimentation électrique de notre ordinateur. Bien évidemment, il n'y a pas un petit bras qui sort pour débrancher le câble, mais en tout cas, il n'y a plus du tout de consommation électrique. Donc run level 0. Run level 1 correspond au mode de fonctionnement mono-utilisateur, c'est-à-dire pour la maintenance. Il n'y a aucun service de lancer. Et quand on fait la liste des processus qui tournent, ça se résume à quasiment rien. Il doit y avoir 2 ou 3 processus qui tournent. On est dans un mode mono-utilisateur, donc mono-utilisateur et même administrateur. Hein, c'est root qui se connecte et c'est personne d'autre. Run level numéro 2, le mode multi-utilisateur, mais sans service réseau. Alors là, il faut être devant le clavier, alors pas de souris, hein, devant le clavier et devant l'écran, mais clavier et écran branchés à l'ordinateur, c'est-à-dire aucune possibilité de se connecter via le réseau, même réseau local, c'est impossible. Run level 3, c'est le multi-utilisateur, avec les services réseau, mais sans interface graphique. Donc là, on est déjà sur un mode de fonctionnement Run level 3, on va dire normal, mode de fonctionnement de production. Sur des serveurs, eh bien, ça va être tout à fait le mode de fonctionnement qui va être en cours d'exécution la plupart du temps, parce qu'il est donc multi-utilisateur, les services réseau sont lancés, c'est-à-dire en fait tous les services dont on a besoin, mais il n'y a pas d'interface graphique, bah oui, on est sur un serveur. Serveur, il est dans une seule machine, et il n'y a pas d'interface graphique, puisque de toute manière, on va s'y connecter à distance. Enfin, en tant qu'utilisateur qui se connecte au serveur, je ne parle même pas des utilisateurs qui seraient des utilisateurs, des gens qui consultent par exemple un serveur web, bon bah ils consomment du service, mais on n'appelle pas ça des utilisateurs de notre serveur. Les utilisateurs de notre serveur, c'est vous et moi quand on se connecte sur un serveur en SSH, par exemple, avec Visual Studio Code, comme vous avez l'occasion de l'utiliser. Eh bien c'est ça le mode multi-utilisateur, tout le monde peut se connecter, les services sont lancés, il n'y a pas d'interface graphique, vous avez une interface graphique, mais parce que vous avez l'interface graphique sur votre ordinateur personnel, chez vous, sur votre bureau, avec lequel vous travaillez et qui vous sert à vous connecter sur ce serveur, mais le serveur lui-même n'a pas d'interface graphique. L'interface graphique, c'est pas chez lui qu'elle tourne, c'est chez vous qu'elle tourne. Donc ça n'a rien à voir. Les processus qui tournent sur le serveur tournent sans interface graphique. Le résultat peut s'afficher dans votre interface graphique chez vous, sur votre ordinateur, mais en tout cas, lui, sur le serveur, il n'y a pas d'interface graphique qui tourne. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement classique, normal, c'est généralement sur un serveur Run Level 3. Run Level 4, pas d'usage vraiment précis, c'est d'ailleurs même assez peu fréquent d'être en Run Level 4, souvent il n'y a rien de particulier. Un Run Level 4, ça va être un Run Level 3, quoi. Finalement il n'y aura pas de différence. Run Level 5, là on est déjà sur un mode différent, et c'est ce que vous avez si vous êtes dans une machine virtuelle avec un Linux avec une interface graphique. C'est ce que vous avez sur votre propre machine. Si vous avez installé un Linux sur votre PC par exemple, c'est aussi très certainement ce que vous avez. Et à l'IUT, quand vous êtes dans les salles de TPT des machines, eh bien c'est ce que vous avez avec une interface graphique. Donc on est en Run Level 5, c'est la même chose que le Run Level 3, les mêmes services, avec en plus la partie interface graphique. C'est le seul truc qui fait la différence. Et le Run Level 6, le Run Level 6 c'est égal à un Run Level 0, mais au lieu qu'il arrête le système, il va redémarrer le système. C'est-à-dire qu'en fait, il va arrêter tout. Et une fois que tout sera arrêté, eh bien, il va demander à l'alimentation d'émettre un événement de redémarrage de votre ordinateur. Donc Run Level 6, Run Level 0, quasiment la même chose. Donc on ne se trompe pas entre le 6 et le 0. Si on fait le 0, qu'on est à distance, ben, le serveur il va s'arrêter. Et il va s'arrêter, c'est fini. Et on ne peut plus rien faire avec. Il faudra bien que quelqu'un se déplace pour aller appuyer sur le bouton.
Bon, ça c'est en théorie. Aujourd'hui, de plus en plus, les serveurs sont dans le cloud, et on a un superviseur qui est comme si on avait un long bras qui permettait d'aller appuyer sur l'interrupteur. Donc tout ça c'est logiciel évidemment. Donc quand on est dans le cloud, on a des outils de supervision de nos machines dans le cloud, qui sont finalement des machines un petit peu virtuelles. Enfin, elles sont physiques, il y a des machines physiques, mais avec une couche quand même d'administration à distance, et on peut en général quand même redémarrer son serveur à distance. On est obligé de se déplacer à l'autre bout de la planète pour aller appuyer sur le bouton. Donc on fait quand même, voilà, on essaie quand même, si on n'est pas dans le cloud et qu'on est à distance, run level 0, si on passe en run level 0, on sait que ça sera mort, il faudra se déplacer sur site pour les rallumer. Run level 6, là, ça permet de faire un reboot complet. On éteint la machine et hop, elle redémarre. Et si tout se passe bien, on devrait se retrouver en run level 3 assez rapidement. Ah oui, vous vous demandez peut-être en run level 3, mais si je fais run level 6... Oui, parce qu'en fait, il y a un run level par défaut. C'est-à-dire que quand une machine démarre, il n'y a pas quelqu'un elle démarre pas en run level 1 et puis quelqu'un à la main qui dit hey, hop, passe en run level 3. C'est le système qui fait ça, et tout seul au démarrage, et il s'appuie sur un petit paramètre dans un fichier qui lui dit en quel run level, quand on démarre de 0, enfin de 0 quand on allume l'ordinateur, en quel run level on doit se retrouver une fois la séquence de boot terminée. Voilà. Donc si on fait un run level 6 pour redémarrer, bien évidemment il va arrêter tous les processus, redémarrer le serveur, et redémarrer, et nous le reproposer, enfin nous le représenter à la fin de la séance de la séance de boot, oui, pas la séance, je trouve plus mon terme. À la fin de la séquence de boot, voilà, c'est le terme que je cherchais, vous vous retrouvez dans le run level qui a été défini par défaut, donc généralement run level 3 ou run level 5 la plupart du temps. Donc sur les serveurs c'est run level 3, et sur les machines à l'IoT, très certainement c'est run level 5, parce que vous avez tout de suite une interface graphique qui vous est présentée. Donc quand l'administrateur change de run level, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va passer d'un run level à un autre run level. Par exemple, on est run level 5, on passe en run level 3. Ou run level 1 par exemple. Eh bien, le système va faire la différence, va regarder quels sont les services dans les deux qui doivent être, quand on passe du 5 au 1, il va regarder dans le run level 1 quels sont les services qui sont censés être arrêtés et qui ont été démarrés dans le run level 5. Et bien tous ces services-là, il va les arrêter pour passer au run level 1. Si maintenant dans le run level 1, il y a des services qui n'étaient pas en fonctionnement dans le run level 5, mais qui doivent être en fonctionnement dans le run level 1, eh bien il va les démarrer. Et ensuite, les deux run level qui ont les mêmes services dedans, qui sont censés être démarrés, eh bien, ils ne touchent pas aux services en question, ils les laissent en l'état. Et bien évidemment, tous les services qui étaient arrêtés, qui étaient arrêtés dans le run level 5 et qui sont aussi censés être arrêtés dans le run level 1, ils ne les démarrent pas, bien évidemment, puisqu'ils étaient arrêtés. Alors attention, quand on passe d'un run level multi-utilisateur, c'est-à-dire les run level qui sont 3, 4 ou 5, alors, sachant que le 4 n'est en principe pas utilisé. Qu'on passe d'un run level multi-utilisateur à un run level mono-utilisateur, c'est-à-dire c'est run level 1, c'est-à-dire mono-utilisateur sans réseau, et run level 2, mono-utilisateur avec couche réseau, et bien tout ça, c'est pas anodin. Parce qu'en fait, on va perdre la connexion au réseau local. Si je fais ça depuis un terminal qui est distant, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, eh bien on va perdre notre capacité à interagir avec le serveur. Donc il va falloir avoir un accès au serveur physique pour pouvoir continuer notre boulot d'administration, puisqu'on est administrateur, je rappelle, du serveur. Donc comment on peut faire pour aller plus loin? Donc il faut faire bien attention à passer à un run level multi-utilisateur avec les services réseau à un mono-utilisateur. Voilà, ça peut éventuellement poser des problèmes. Ça va aussi déconnecter tous nos utilisateurs. Donc les gens qui étaient connectés, je sais pas, en SSH par exemple, eh bien ils vont se retrouver déconnectés. Donc
voilà, ça va impacter ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles étaient en train de faire? Est-ce qu'elles étaient sous VI en train de travailler? Ben, ça va tuer VI. Donc les gens vont se retrouver déconnectés. Donc c'est, encore une fois, pas anodin. Et bien évidemment, ça va arrêter les services réseau. Donc ça va déconnecter tous les utilisateurs d'Internet, notamment les utilisateurs de la partie web. S'ils étaient sur le serveur web, voilà, ils pourront plus naviguer. S'ils cliquent sur un lien, voilà, le serveur ne va plus répondre. Donc si c'est une machine de production, c'est un peu moyen. Pour activer un run level, donc il faut être root de toute manière pour activer un run level, eh bien on utilise la commande init, voilà, qui est une commande qui porte le même nom que le fameux processus init, le PID 1. Et on va utiliser init, espace, et avec le numéro du run level qu'on souhaite, dans lequel on souhaite rentrer à partir du run level dans lequel on est. Alors bien évidemment, si on dit init, on est en run level 5, on fait un init 5, ça n'aura aucun impact puisqu'on est déjà dans le run level. Bien évidemment, il faut faut aller dans un run level dans lequel on n'est pas déjà. Exemple, init 5, eh bien on va passer en mode standard. Donc en mode fonctionnement avec multi-utilisateur, avec l'interface graphique. Init 6, on va redémarrer le système. Donc on va arrêter tout le système, il va arrêter tous les processus, et hop, il va relancer une séquence de boot, et on va repartir en redémarrage de la machine, et on va se retrouver dans le run level, par défaut, qui est configuré dans le système. Init 0, ça arrête tout le système, et comme je disais, ça coupe généralement l'alimentation à la fin de la séquence d'arrêt, donc vous entendrez forcément les ventilateurs du serveur et de l'alimentation qui vont s'arrêter, signe qu'il n'y a plus d'activité électrique en tout cas. Pour définir pour chaque run level, quels sont les services qui doivent être lancés ou arrêtés? Eh bien, on a des dossiers, donc on a un dossier etc/init.d qu'on connaît, dans lequel se trouvent les scripts. Ensuite, on a des dossiers qui s'appellent etc/rc avec un numéro derrière qui va de 0 jusqu'à 6, comme les run level, .d. Et dans ces dossiers, eh bien, on va trouver une copie des scripts qui se trouvent dans etc/init.d. Alors, c'est pas tout à fait une copie, c'est un lien vers, plutôt. Donc on va retrouver là-dedans les scripts qui doivent être utilisés pour quand on entre dans un run level donné, par exemple run level 3, eh bien on va avoir un /etc/rc3.d, un dossier, et dans ce rc3.d, on va trouver donc des scripts pour soit démarrer, soit arrêter des services quand on rentre dans ce niveau de run level. Mais ces scripts-là doivent être nommés d'une façon spéciale, pour qu'on puisse savoir, parce que je rappelle que les scripts qui sont dans etc/init.d sont des scripts multifonctions, qui peuvent démarrer ou arrêter les services. Donc les scripts qui sont dans rcn.d, donc rc1, rc0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.d, eh bien ces scripts sont des liens vers le /etc/init.d/ un script donné, par exemple le script pour Apache, HTTPD, c'est ça, eh bien ça va être un lien vers ce HTTPD. Mais, donc, comme je viens de dire, ce sont des scripts qui sont multi-actions, ils peuvent arrêter ou démarrer. Comment il va savoir le fait que le script soit présent dans RC3 ou RC5.d ou RC3.d, est-ce qu'il doit le démarrer ou est-ce qu'il doit arrêter le service? Eh bien, c'est justement la manière de nommer le script qui va nous permettre de savoir, enfin qui va permettre au système de savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec ce script. Est-ce qu'il doit l'utiliser pour démarrer un service ou pour arrêter un service? Le script, donc le nommage du script, se fait de la manière suivante. Donc ce sont des liens vers le script originel, mais comme tout lien, on a un lien d'un fichier vers un autre fichier, le lien, on peut le nommer comme on veut. Il va référencer, il va être lié à un autre fichier, mais dans notre dossier, on peut le nommer, on n'est pas obligé de le nommer comme
comme ce vers quoi il est lié. Donc si le script s'appelle HTTPD, par exemple, dans etc init.d, eh bien dans etc rc3.d, ce lien vers le fichier init.d, je peux le nommer d'une autre manière. Et c'est justement ce nommage-là, le nom qu'on va lui donner, qui va indiquer au système qu'est-ce qu'on veut faire comme action sur ce script-là, et quand on veut faire cette action. Donc ça se présente sous la forme d'une lettre, suivie de 2 chiffres, suivie du nom du script. Alors généralement, on retrouve le même nom que ce vers quoi il est lié. C'est-à-dire que si dans etc init.d on a un httpd comme nom de script, très certainement dans etc rc3.d, si on l'utilise, on va trouver le nom du script, ça va être aussi HTTPD. Généralement, on utilise le même nom. Mais on va avoir des lettres devant, enfin on va avoir trois caractères devant. La lettre, c'est soit un S, soit un K. S pour start et K pour kill. Et ensuite, les 2 chiffres, eh bien, c'est un numéro de séquence. Un numéro de priorité qui est croissante de 00 à 99. Et ça permet quoi cette priorité? Eh bien, ça permet de définir dans quel sens les services doivent être lancés. Parce qu'il y a des services qui doivent être lancés avant ou arrêtés avant d'autres. Par exemple, prenons le cas des services réseau. Donc les services réseau, c'est les services qui contrôlent les communications avec les cartes réseau. Eh bien, ces services réseau là qui rendent l'équipement réseau, donc l'équipement électronique réseau, c'est-à-dire principalement les cartes réseau actives, eh bien, ça doit être lancé bien évidemment avant les services qui utilisent les services réseau. Bon, qui sont aussi des services réseau, mais des services sur le réseau plutôt. Quand on parle de services réseau, c'est services de la machine qui permettent d'utiliser les couches réseau. C'est ça que ça signifie. Eh bien, ça doit être lancé avant, par exemple, un service mail ou un service web. Le service web va utiliser ces couches réseau. Donc, il faut bien que les services réseau soient lancés avant les services web et les services mail et les services FTP, etc. Finalement, avant quasiment tous les services, parce qu'il y a énormément de services qui reposent sur la partie réseau. Donc ça va de 00 à 99. Donc tout ce qui est service réseau, c'est lancé très très tôt dans la séquence de boot, ou dans la séquence d'init en tout cas. Donc on va avoir des valeurs faibles, et ensuite les services web, mail, etc. sont des services de haut niveau, et on va les trouver vers la fin, vers 99. Alors, souvent même on les trouve carrément en 99. Les tout dernières choses qui sont lancées, parce que ce sont des services qui sont importants pour votre business peut-être, mais pour le fonctionnement de l'ordinateur, c'est pas les services importants. Le service web, c'est pas ce qu'on peut qualifier de service important. Les services de gestion matérielle sont bien plus importants et arrivent bien plus tôt dans la séquence d'initialisation. Exemple, je vous ai pris un etc rc3.d et un etc rc1.d. Donc rc1.d, on est là au niveau dépannage, administration, dépannage du serveur. On n'a plus du tout de service réseau qui fonctionne. On est devant le clavier, devant l'écran relié à l'ordinateur pour travailler, pour faire des actions. Il n'y a plus de toute manière que root qui peut se connecter. Bref, on est vraiment bas niveau en termes d'utilisation de notre système, de notre serveur. On n'est pas dans un mode de fonctionnement normal du serveur. RC3, on est dans un mode de fonctionnement beaucoup plus normal, c'est-à-dire tout sauf la partie interface graphique. Et qu'est-ce qu'on a? On voit que pour RC3, eh bien, on a du start network 001, vous voyez, donc les couches réseau sont démarrées au tout début de la séquence init. On a du VPN, on a du crontab. Alors c'est des choses qui vous parlent peut-être pas beaucoup, c'est pas essentiel. SSH qui est Secure Shell, donc qui vous permet de vous connecter à distance de manière sécurisée. On voit que ça arrive en 0.3, donc ça arrive finalement après la couche réseau. 0.2 OpenVPN, donc c'est du VPN, c'est aussi donc Virtual Private Network, donc c'est une manière de créer un tunnel crypté entre deux machines. Ça utilise aussi du réseau. Donc 0.1 réseau, on démarre d'avant le réseau. Et après, 0.2 arrive le VPN, 0.3 arrive Cron, SSH, etc., etc. Donc on voit que la partie réseau est vraiment démarrée au tout début.
et puis jusqu'à arriver sur Watchdog, Fail to Ban, voilà, des services qui ont leur importance dans le fonctionnement, mais qui sont pas essentiels, on pourrait éventuellement s'en passer. SSH, bah, si on veut se connecter à distance, bah, on peut difficilement s'en passer. Le Watchdog, Fail to Ban, ça on peut s'en passer. Je rentre pas dans les détails de ce que sont ces services. RC1, eh bien on voit RC3, on n'arrête rien finalement. Pourquoi? Parce que on monte en niveau d'utilisation de notre serveur, donc finalement on monte aussi en niveau de fonctionnalité. Donc il n'y a quasiment rien qu'on arrête, on vient plutôt rajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services en fait, on vient activer de nouveaux services, plus on monte en niveau. Par contre, sur RC1, eh bien, on voit qu'on a déjà du kill, donc le cas, on arrête le Fail to Ban, le Watchdog. Alors souvent, on les trouve même un petit peu à l'envers de ce qu'on trouve dans un RC3, on va les arrêter, bah, dans le même sens qu'on les a démarrés, enfin dans le sens inverse dans lequel on les a démarrés, c'est-à-dire on commence par arrêter tous les services non essentiels, on va arrêter, par exemple SSH, on va l'arrêter avant d'arrêter les services réseau, puisque SSH utilise le réseau. Donc si on arrête le réseau avant d'arrêter SSH, bah finalement, de toute manière, SSH ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus de réseau. Donc on arrête le réseau, cron, et puis on voit que finalement dans RC1, on arrête quasiment tout, et on a un S01 single. Et c'est le seul, d'ailleurs on ne trouve pas le S01 single, on ne le trouve pas dans les autres run level. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, dans le RC1, c'est un mode de fonctionnement d'administration, et on va démarrer à la toute fin, on va finalement arrêter tous les services, et puis si on s'arrête là, ben, c'est fini, on ne peut pas se connecter. Eh bien, même en ayant le clavier accessible devant l'ordinateur, eh bien c'est le S01 single, c'est le petit service qui va permettre enfin, qui est démarré, et qui va permettre enfin, bah, la seule action qu'on va pouvoir faire sur un système qui est en run level 1, c'est-à-dire se connecter, avoir un login mot de passe, je tape mon login, je tape mon mot de passe, et j'obtiens un shell qui va me permettre de faire mon administration. Je rappelle, run level 1, on n'a quasiment plus aucun processus qui tourne, on a le noyau de notre système qui tourne, et on a init toujours qui tourne, et on a 2-3 processus qui tournent, notamment grâce à ce single, c'est-à-dire c'est le processus qui va nous permettre de nous connecter, obtenir un petit shell, et puis faire quelques actions pour dépanner notre système, qui, si on passe dans un run level 1, généralement c'est qu'on a un gros problème sur notre serveur. Donc voilà, on va pouvoir dépanner notre système grâce à ce run level 1. Donc il y a un start à la fin, parce qu'on arrête tout, et on démarre un service vraiment light, qui nous permet de faire notre petit login mot de passe et nous connecter. C'est à ça que ça sert. Donc on voit qu'en fait, tout ce qui était en S du côté RC3, qui n'est pas on va le retrouver en K de l'autre bord pour dire je souhaite arrêter tous ces services-là. Donc tout ce qui se trouve en S, généralement, va se retrouver en K de l'autre bord. Et tout ce qui n'est pas touché entre l'un et l'autre va rester fonctionner. Sur un run level 1, on va trouver tout en K, et on aura juste un seul S. Maintenant, on va parler de système D. Système D, c'est ce qui remplace aujourd'hui sur les systèmes modernes le initd, le init de Système 5 et son dossier initd, qui était jugé plus tout à fait adapté aux besoins des systèmes modernes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on n'a pas de finesse dans le mode de fonctionnement de nos run level. On a 6 run level qui finalement sont assez statiques, et on n'a pas possibilité de faire des configurations qui seraient entre les deux. C'est-à-dire que la gestion des dépendances, c'est-à-dire l'ordonnancement, la séquence qu'on va avoir, c'est assez sommaire, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc on va voir qu'est-ce que systemd permet d'apporter. On va prendre quelques exemples pour voir comment on peut avoir des configurations un petit peu on va dire des combinaisons en fait entre les différents run level, enfin des combinaisons
des choses qu'on ne peut pas avoir avec les run level statiques, les run level classiques qu'on a dans initd. Donc systemd, c'est le nom de ce nouveau système de gestion des services. Le systemd s'utilise avec la commande system control, systemctl. Systemctl permet de quoi? Permet d'activer un service au démarrage avec enable, de désactiver un service au démarrage avec disable, de démarrer un service avec start et d'arrêter un service avec stop. Attention, activer un service au démarrage ne veut pas dire que s'il est inactif maintenant, s'il n'est pas démarré maintenant, il sera démarré. Non, c'est juste de dire la prochaine fois qu'on démarrera le serveur, eh bien, il faut savoir que ce service sera activé, donc sera démarré. Donc si je l'active et qu'il n'est pas démarré, il ne va pas démarrer plus. Là, à l'instant T. Si je le désactive et qu'il est démarré, ça ne va pas l'arrêter à l'instant T. Mais au prochain redémarrage, en tout cas, ça sera le nouvel état qu'il aura. Donc si je veux activer et démarrer, ben je fais un enable et je fais aussi un start, de manière à ce que je me retrouve dans l'état, à la fois au prochain boot, ça sera démarré, et maintenant, je le démarre aussi. Pour redémarrer un service, eh bien, on utilise restart. Là, on retrouve un petit peu la similarité avec init. Et pour avoir le status, ben, j'ai deux actions possibles. J'ai le status qui me donne des informations sur le status, et j'ai le isActive qui me permet de savoir est-ce qu'il est démarré. Et enfin, on a le reload qui permet de recharger une configuration. La notion de run level, donc c'est une notion qui a été revue avec systemd, mais on a quand même essayé de préserver une compatibilité avec le init pour pas tout casser, parce qu'il y a quand même des systèmes qui reposent sur init. Donc finalement, on retrouve init est toujours préservé, enfin les run level de init sont toujours présents, mais ils s'appellent plus des run level, ils s'appellent des targets. Et on va retrouver donc nos 6 targets, enfin 6 targets. On va retrouver 5 targets, 6 targets d'ailleurs, c'était pas 6, c'était 7. On va retrouver 5 targets qui représentent les 7 run level qu'on avait avec init. On a le power off, donc il porte toujours l'expression .target. On a le power off qui est le run level 0. Donc, et en plus là, ce qui est bien, c'est qu'avec les run level, on avait des numéros, donc fallait se rappeler à quoi correspond chaque numéro. Là, on va avoir des noms. Donc on va avoir des fichiers de configuration qui portent des noms qui sont explicites. Power off, ben oui, ça coupe le serveur, donc alors ça c'est pas violent, hein, ça arrête tous les services, et puis ça finit par couper le courant. Rescue, ben voilà, on est en mode dépannage, donc rescue. Le run level 2, 3, 4, ben c'est le multi-user run level. Le run level 5, c'est le graphical, donc c'est le multi-user plus la partie graphique. Et le level 6, ben c'est le reboot. Donc on trouve bien effectivement la séquence arrêt des services et redémarrage du serveur. Pour changer de target, c'est-à-dire pour changer de run level, si on dans la terminologie système 5, eh bien on fait un système control et on donne le nom du target derrière. Tout comme on avait un init avec un numéro de level avant avec les run level, ici avec systemd, on a un système control, systemctl avec le nom du target. Donc par exemple, système control graphical.target, eh bien ça va passer c'était l'ancien level 5, donc le level multi-utilisateur avec interface graphique. Système control reboot.target, ça va arrêter tous les services, donc c'est le run level 6, anciennement le run level 6 en init, ça va arrêter tous les services et ça va redémarrer ma machine. Pour connaître donc le target, c'est-à-dire le run level par défaut, on fait un système control, systemctl get-default. Get-default, c'est tout collé, hein. C'est pas un get espace-default, c'est get-default. Et pour changer le target par défaut, c'est un système control set-default avec le nom du target derrière. En plus des targets donc standards qui représentent, qui collent au run level qu'on avait dans système 5, eh bien l'administrateur peut créer ses propres targets avec des configurations personnalisées, et c'est là où ça devient intéressant. Si par exemple on veut avoir certains services réseau actifs, avec le run level, avec les run level on ne pouvait pas le faire, on pouvait avoir par exemple, en run level 3, on avait multi-utilisateurs et tous les services réseau activés, et si on tombait en run level 2, il arrêtait tous les services. Donc on pouvait pas avoir seulement certains services réseau. Par exemple, on pourrait dire, je veux avoir le serveur web, mais je veux pas avoir le serveur de messagerie. Bah ça, c'était impossible avec run level, avec init.
Avec systemd, on peut faire ça. On peut dire, tiens, je vais me créer une petite config avec juste les serveurs web, pas de FTP, pas de mail, mais SSH. Donc voilà, on a certains services réseau, puis pas d'autres. On peut aussi avoir un mode mono-utilisateur avec interface graphique. Ça, c'était impossible avec initd. Si on était en mode mono-utilisateur, on n'avait pas d'interface graphique. Alors ça, je pense que certains vont être super contents de se dire, ouais, super, finalement, je vais pouvoir administrer mon service, enfin dépanner mon service avec une interface graphique. Techniquement, c'est possible, mais quand on est en mode dépannage, généralement, on limite au maximum tous les processus qui sont en train de tourner. On se limite à vraiment juste la partie ligne de commande. Mais c'est quelque chose qui éventuellement peut fonctionner. On peut avoir une configuration avec, en mono-utilisateur avec interface graphique. Chaque service dispose de son fichier de configuration propre qui permet donc de définir différents aspects tels que un target, donc un run level, anciennement run level, un target personnalisé, un comportement spécifique en cas d'arrêt ou de plantage. Et donc c'est le mode démon, hein, c'est de dire qu'est-ce que je fais si jamais ça plante? Est-ce que je suis en mode démon, c'est-à-dire je redémarre mon service automatiquement, ou est-ce que si ça plante finalement, ça plante et j'arrête, je tente pas de redémarrer, le service. On peut aussi indiquer des dépendances avec d'autres services, dire tiens, voilà, si je lance mon serveur web, il faut que j'ai mon serveur mail qui soit lancé en même temps. Donc on peut avoir des dépendances entre services, et aussi un ordonnancement, donc une chronologie dans le démarrage des services. Et tout ça, ça se trouve dans etc/systemd/system. Voilà, ceci donc termine la partie sur les services, donc je rappelle qu'on appelle des démons. Et si vous voulez expérimenter ça, vous pouvez le faire en fait sur vos machines individuelles personnelles, dans des machines virtuelles, ou si vous avez installé ça dans une partition sur un de vos disques, vous pouvez expérimenter ça et jouer avec. On peut casser éventuellement des choses, enfin casser, façon de parler des choses. Maintenant, tant que vous n'écrivez pas dans les fichiers de configuration, je dirais qu'il y a un reboot et vous retrouvez votre système dans l'état dans lequel il était. Il faut faire attention à partir du moment où on commence à jouer sur les fichiers de configuration et changer les run level ou les targets là-dedans. Voilà, c'est tout pour cette partie.